que, si vous voulez bien, on va peut-être ouvrir un peu la question et le débat maintenant aussi avec ceux qui sont tous au bout, hein, nos participants. Donc soit questions écrites, soit et aussi rebond entre nous. Moi, en gros, ce qui me frappe là maintenant, c'est qu'effectivement, ça fait longtemps, hein, on fait des études quand même sur, quoi qu'on en dise, même si c'est pas du tout apparent, sur les femmes au travail. Je suis un tout petit peu plus archéo que vous, mais dans mon jeune temps, juste en sortant des études, quand j'étais étudiante et psychosociologue, on faisait ça déjà globalement en prospective, on faisait des études sur les... C'est très intéressant parce qu'on ne considérait pas justement la séparation entre temps de travail et temps, j'allais dire, de soi. Et les études qui étaient à l'époque tout à fait intéressantes étaient des études de budget temps pour regarder justement quelles étaient les marges de manœuvre et les marges de liberté. Alors ça fait plouf ensuite, hein, quelles étaient les marges de liberté des femmes justement pour d'autres choses, en l'occurrence c'était autour de la télévision, donc c'était des questions de consommation culturelle, mais c'était totalement lié notamment à ce qu'on appelle maintenant à la fois la charge mentale, la charge familiale et autres. Et là j'aimerais bien peut-être vous inciter là, tous entre vous à réagir et aussi avec nos participants à ce qui a été dit les uns les autres. Comment vous avez vu, peut-être une première question, c'est comment vous avez vu les choses, j'allais dire, évoluer globalement ces derniers temps, à la fois, je dirais peut-être de vos prises de conscience et de vos responsabilités. Je veux dire, Samia, si vous regardez, vous êtes quand même clairement plus jeune que moi, mais vous avez déjà un cursus. Voilà, comment ça s'est passé, comment ça se passe, j'allais dire, en tant que fille, je dirais, dans cet univers HSM. Moi, ce qui me frappait, c'était le chiffre que vous donniez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, 80%, c'est énorme. Ailleurs, on était, quand on a lancé le sujet avec mon antiqué, je leur ai dit, bah, écoutez, regardez, soyez sympa, regardez par exemple, on sait qu'effectivement, maintenant, les chiffres de l'INSEE, c'est, on a 70% des femmes en activité, donc c'est proche des hommes qui, eux, sont à 80%, mais avec de très très grosses disparités selon les secteurs, hein, globalement selon les secteurs. Donc un peu, voilà, mon point les trucs, c'est comment vous voyez les choses. Je dirais, ben voilà, Samia, Anaïs, Séverine, de votre côté, puis après on demandera à Sébastien son œil de juriste aussi sur la façon dont peut-être il voit les choses évoluer. Alors non seulement bien sûr le juriste il voit le contentieux, mais à la fois le contentieux, les demandes ou autres. Voilà, Samia à vous, et puis bah, chacun saute sur le micro quand il veut. Donc sauf qu'il ne faut pas qu'on saute trop sur le micro, sinon on va se faire engueuler par le clavier. Donc voilà. Samia, vous voulez bien? Comment les choses ont évolué? Alors depuis 10 ans que je travaille enfin voilà, ça fait 10 ans que je travaille dans la logistique. Effectivement, moi j'ai bien aimé ce que Jérôme a dit. Hein, le sujet est pris quand les femmes sont bien représentées. Et finalement, c'est vrai que les femmes sont de plus en plus représentées, donc le sujet prend de plus en plus de place. Le sujet de la santé à la fois physique et de la santé mentale. C'est encore balbutiant sur certains sujets. Hein. Parler de risques psychosociaux dans la logistique, c'est pas évident. Parler de violences sexistes, de violences sexuelles, c'est pas facile. Mais néanmoins, ça reste une évidence et un sujet extrêmement complexe et indispensable à traiter parce qu'on s'aperçoit que peut-être aussi parce qu'il y a une liberté de parole, hein, une liberté de ton aussi. On s'aperçoit qu'il y a voilà des sujets qui émergent en tout cas, mais qui sont pas évidents à traiter malgré tout. Je sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais voilà, sur la santé physique en tout cas, les choses évoluent correctement parce que finalement on est capable et on est en capacité de tester des dispositifs d'assistance physique à la fois pour les hommes et pour les femmes. Sur les sujets plus complexes comme les risques psychosociaux, la charge mentale. Enfin voilà, c'est plus difficile encore à aborder, peut-être encore parce qu'il y a des tabous et que moins on se dit encore, en tout cas les directions se disent encore que moins on en parle, mieux on se portera. Alors que c'est le contraire, oui mais c'est vrai ça. Moi j'ai fait un peu une pige là, de ce côté-là pour préparer cette conférence et d'autres, et ce qui me frappe c'est qu'il y a en fait mondialement les questions sont en gros exactement les mêmes, et il y a aussi une grande, sur ce qui est, là c'est aussi une question pour Jérôme, sur ce qui est par exemple là, les questions de flexibilité, d'utilisation ou d'équilibre avec le télétravail ou autre. Moi je voyais par exemple, là c'était une expérience en Inde, plus précisément, où il y a eu d'un certain côté, avec comme partout, avec Covid,
une certaine, c'est cynique de dire ça, mais quand même une certaine libération des choses par une organisation finalement personnelle assez fluide entre, même si plus difficile que d'autres là-dessus. Et là, je voyais par exemple, c'est une grande structure de conseil indienne qui est Tata, donc la structure de conseil de Tata qui est l'un des plus grands qui soit, et qui vient systématiquement de dire maintenant, on siffle la fin de la récréation, tout le monde rentre. Et tout le monde, télétravail c'est terminé, tout le monde au bureau. Et là, de ce côté-là, énorme vague de démissions féminines parce que finalement elles étaient organisées pour ça. Samia, vous voulez rajouter quelque chose? Je peux juste rajouter quelque chose parce que GXO c'est un groupe américain et en fait nos collègues anglo-saxons, que ce soit les gens du Royaume-Uni ou les gens des États-Unis, sont à mon avis plus ouverts sur les sujets, sur toutes ces questions-là, et nous poussent aussi un peu de matière. Et nous, je pense qu'on est encore un peu frileux à aborder certains sujets alors qu'eux le sont beaucoup moins. Ouais. Anaïs, vous de votre côté, ça fait quoi? Ça fait au moins, moi je vous connais depuis 4 ans, bon, déjà depuis l'époque où je vous connais, comment vous avez vu évoluer, je dirais, justement sur ces questions-là, à la fois les demandes plus spécifiquement sur les femmes et les évolutions peut-être aussi bien des décideurs, j'allais dire de ceux qui font appel à vous, que des opératrices qui vont porter ces équipements-là, plus globalement? Alors, nous, l'évolution, on la voit de par le produit. L'exosquelette et les dispositifs d'assistance physique au sens large avaient d'abord et surtout été développés pour l'industrie, la logistique, donc des métiers essentiellement masculins, où quasiment, alors c'est pas 100%, mais quasiment 100% des utilisateurs de ces dispositifs étaient de ce fait des hommes. De plus en plus, on voit des femmes utiliser et s'équiper de ces solutions. Pourquoi? Parce que en fait, on s'est rendu compte que les métiers physiques n'étaient pas que ces métiers logistiques et industriels, et que dans le milieu du soin à la personne, il fallait prendre soin des soignants et des aidants. Et ça a aussi été beaucoup marqué, je pense, par la période Covid, où on s'est rendu compte que malheureusement, sans ces femmes et ces hommes merveilleux qui travaillent dans les milieux hospitaliers et qui peuvent prendre soin de la santé des autres, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et cette évolution, elle est aussi due effectivement par des difficultés de recrutement qu'on peut voir de plus en plus, et où les entreprises maintenant se doivent un peu d'ouvrir leur chakra et d'être un peu plus ouvertes au fait de féminiser des métiers qui étaient stéréotypés plutôt masculins au début. Donc une forme de convergence entre, d'un certain côté, les besoins économiques de recrutement et de recrutement durable, parce qu'on ne peut pas non plus avoir des gens qui sortent trop aisément, et donc il y a aussi une demande qui s'exprime un peu plus. Alors, de votre côté, merci Anaïs, de votre côté, Séverine, et je vais vous demander alors de parler un tout petit peu, de rapprocher là, un peu plus fort, et Jean-Loup fait le point sur vous. J'avais de vous un peu toute question, c'est-à-dire à la fois votre structure, peut-être par rapport à d'autres du même et puis aussi votre évolution perso, parce qu'on ne parle pas beaucoup de soi, mais quelque part on est aussi dedans, on est aussi dans le mouvement. C'est vrai. Je vais rebondir sur les enjeux de QVCT. Plus fort. Je vais rebondir sur les enjeux de QVCT dont on a beaucoup parlé. Jérôme également est intervenu sur le sujet. Il y a un marché de l'emploi évidemment qui se retourne. On a parlé d'importance d'attirer les femmes, mais d'une manière générale, les enjeux de QVCT touchent l'ensemble des salariés. Il est très très important de retravailler les conditions de travail, les enjeux d'horaire, de télétravail, etc. Me concernant, j'ai toujours été dans des milieux excessivement masculins, à des postes de management et de direction. Donc j'en ai fait évidemment une force de différenciation. Il est évident qu'aujourd'hui, la représentation des femmes dans les organes de direction influe énormément sur la question de la santé des femmes au travail et de la santé en général, j'en suis intimement persuadée, au travail. Donc on va dans le bon sens. La complexité qu'on pourrait avoir, et encore une fois, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je vois que la CFDT travaille sur le sujet, c'est les risques qu'on peut avoir effectivement de stigmatisation, il en a parlé Jérôme,
je ne sais pas s'il reviendra sur le sujet, mais moi c'est une question qui m'intéresse énormément. C'est comment traiter la santé des femmes au travail. On parle d'égalité alors qu'on sait pertinemment que d'un point de vue biologique, d'un point de vue santé et également d'un point de vue de métier genré, on en a parlé dans le cadre de l'impact de l'éducation qu'on a depuis petit. On a une éducation complètement genrée. Nous ne sommes absolument pas égaux, on le sait. On cherche une égalité en apportant des modifications. Juliette en parlait notamment sur les problématiques de santé des femmes. Et en même temps, il ne faut pas rentrer dans une problématique de stigmatisation qui pourrait faire peur dans le recrutement à des employeurs et que ce soit au final complètement contre-productif. Donc moi, je serais très intéressée d'avoir l'avis de Jérôme sur le sujet. Ouais. Jérôme, et puis peut-être après Sébastien, si vous voulez bien, l'œil du juriste aussi. Merci. Aussi. Jérôme, oui. Oui, en fait, quand on touche à ces questions de congés spécifiques, que ce soit congé menstruel, etc., c'est qu'on traite à travers ça la question du présentéisme surtout. Et l'idée même, c'est de se dire, voilà, le télétravail a fait un peu tomber ces frontières-là, mais il faut savoir qu'il n'y a que 30% des gens qui télétravaillent, il y en a encore 70% qui ne télétravaillent pas. La question de la présence est quelque chose d'important. C'est-à-dire, en gros, de se dire, est-ce qu'on n'ouvre pas des portes à des formes d'absence, qui ne sont pas d'ailleurs que du congé, etc. Il y a certaines boîtes qui n'arrivent même à négocier du télétravail ponctuel pour des professions qui, par définition, ne peuvent pas en faire de façon régulière, voire même occasionnelle. Donc, l'idée est de se dire aussi, voilà, est-ce qu'on a la possibilité... On a perdu Jérôme. Alors, bon. On a perdu Jérôme. Alors, Sébastien, si vous pouvez en profiter pour sauter sur le micro. Oui, alors, sur ce sujet, je pense que, enfin, d'une manière générale, le carcan réglementaire et législatif, il s'est très étoffé. Chaque mois ou à l'occasion de chaque réforme, on crante un petit peu plus les dispositifs, voilà, qui visent à tendre à l'objectif d'égalité réelle. Hein. Alors après, il y a la théorie et la pratique. Ce qui est sûr, c'est que la contrainte, elle suffit pas à faire forcément bouger les lignes. Et donc aujourd'hui, ce qui est plutôt des facteurs d'évolution assez forts, je pense, c'est qu'effectivement, il y a eu le Covid qui a fait tomber un certain nombre de tabous en termes d'organisation sur le plan du télétravail. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la semaine de 4 jours, donc il y a vraiment des évolutions culturelles importantes qui du coup ont du sens en termes de QVCT. Il y a l'approche des entreprises qui cherchent beaucoup à travailler leur responsabilité sociale, leur RSE. Alors après, derrière l'acronyme, on y met un peu ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même important parce que ça impulse beaucoup de choses. Les DRH sont aussi elles-mêmes beaucoup composées de personnel féminin, donc ça qui d'une manière générale a eu un regain de légitimité avec la gestion du Covid. Donc ça contribue, je pense aussi en pratique à faire un peu bouger les lignes, avec toute une réflexion sur aussi les nouveaux modes de management. Je pense que derrière ça, il y a aussi une nécessité pour les entreprises incontournable aujourd'hui, c'est que d'une part, on sait qu'il y a un absentéisme maladie, en tout cas en forte progression, notamment chez les femmes. Il y a des statistiques qui le démontrent encore récemment. On a les enjeux d'attractivité, de conservation des compétences. Donc là aussi, c'est aujourd'hui, il faut offrir les conditions d'une vie au travail adaptée. Donc il faut actionner tous les leviers. Donc ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui travaillent dessus et font évoluer leur culture d'entreprise. Et donc notamment pour travailler sur le sujet de la santé mentale, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu des fois mis sous le tapis parce qu'en fait, on n'a pas trop la bonne méthodologie pour l'aborder et qu'on se dit, finalement, comme c'est multifactoriel, qu'il y a un peu la vie privée dedans et tout ça, on n'ose pas s'y attaquer. Alors qu'en fait, on sait quels sont les facteurs de risque. Et la sanction à la sortie, en tout cas, si on n'a pas été dans cette dynamique, c'est clair que dans la vie judiciaire, c'est des sanctions toujours assez radicales au regard de l'obligation de sécurité. Sébastien, peut-être on va passer la parole à chacun là, peut-être parce que je vois qu'il est 59
Et donc, on va pas tarder. Donc, on voit bien effectivement ce que sont les évolutions, les différentes facettes finalement possibles de cette question. Alors, Juliette, peut-être vous, parce que, pardon, mais vous n'êtes pas revenu pour donner aussi un peu votre vision, j'allais dire, peut-être avec votre expérience aussi antérieure de la force et de la présence de ce type de questions dans un dialogue qui est à la fois un dialogue opérationnel, un dialogue sociétal, dialogue social, et on reviendra à Jérôme s'il a une meilleure connexion tout à l'heure. Juliette, vous, comment vous voyez les choses et sur ces questions-là, puisqu'on était un peu en avance sur ce qui se passera dans 3 mois et après, voilà, quel message central vous auriez envie de délivrer? Moi, ce que je trouve très intéressant dans les 2 grands axes là qui sont ressortis, en particulier la partie charge mentale, santé mentale, et puis les sujets très très spécifiques à la santé biologique des femmes, la santé des femmes dans la partie spécifiquement biologique, c'est que du coup elles entraînent l'entrée d'un sujet qui m'est cher, qui est la question de l'intime dans le monde du travail, et qui oblige du coup à penser le collaborateur, la collaboratrice, comme une personne à part entière, dont un certain nombre de sujets ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise. Moi, je dis très prosaïquement qu'une femme a aussi ses règles en entreprise, pour être très cash. Ce qui veut dire que concrètement, aujourd'hui, on est aussi, et donc elle vient aussi avec ses problématiques de charge mentale, de difficultés physiques ou personnelles, comme n'importe quel collaborateur homme de la même manière. Moi, j'aime bien ce débat-là sur la santé des femmes, parce que je pense que la question de la santé des femmes en entreprise, elle oblige du coup, elle nous oblige tous, employés, employeurs, partenaires sociaux, à repenser en fait le travailleur et la travailleuse comme une personne à part entière, qui vient aussi en entreprise avec toute cette part d'intimité qui est la sienne, et ses problématiques aussi. Merci. Effectivement, on est bien dans la ligne, nous, sur laquelle on a d'un certain côté un peu fondé le cercle, qui était les gens n'ont pas du tout envie d'avoir leur santé saucissonnée, et on n'est plus dans une problématique de santé globale au travail. Pour ça qu'on ne dit jamais, nous, santé au travail, mais on dit santé-travail, et dans le tiret, on met effectivement tout, et les questions très personnelles et très intimes qui sont là-dedans. Samia, de votre côté, vous, pareil, l'axe et la conclusion que vous donneriez? Pour les prochaines étapes, première conclusion, après, on a pas fini sur le sujet. Ouais, j'aime bien l'idée aussi de me dire que, effectivement, en tout cas pour ce qui me concerne, les métiers de la logistique sont pas des métiers d'hommes, et qu'il est important de les démystifier, et qu'une femme est aussi capable qu'un homme de faire ou d'accomplir des missions difficiles. Et là, pour rebondir sur ce que vous disiez, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que on est presque plus dans de l'équité que de l'égalité, j'allais dire, avec un signe égal. Anaïs, vous, votre orientation finale? Moi, je pense que globalement, tous les sujets ont été abordés, et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est la prise en compte des spécifications de chacun, qu'elles soient des spécifications de genre, qu'elles soient des spécifications de conditions physiques dues, par exemple, à un handicap, qui feront que demain, en fait, la santé de l'ensemble des collaborateurs sera mieux prise en charge. Juste prendre en compte que chacun est différent, et que chaque besoin a besoin d'être complété pour préserver sa santé au travail et se sentir bien. Et au final, c'est ça, la QVT, c'est prendre en compte les spécificités de chacun en entreprise. Spécificité et écoute. De votre côté, je suis ravie de rebondir. Je suis ravie de rebondir sur Anaïs, parce que je suis complètement d'accord avec elle. Je pense que la solution, elle passe par la spécificité, par traiter les choses. Je l'ai dit tout à l'heure, les émotions, la douleur, c'est quelque chose qui est propre aux gens, et c'est leur propre vérité. Donc quand les gens ont mal, ou quand les gens sont mal, c'est leur réalité, et il faut les traiter de manière spécifique. Et la deuxième chose, c'est que je pense que la solution, elle passe par favoriser le dialogue en entreprise,
et travailler sur un management ouvert et accessible. Parce que je pense aussi que c'est en libérant la parole à travers des exercices comme aujourd'hui, et merci encore, et d'une manière générale dans l'entreprise, vraiment faciliter l'accès au management et libérer la parole d'une manière générale des femmes et des hommes. Voilà. Merci pour la liberté. Jérôme, de ton côté? Oui, j'ai envie de dire pour conclure que le monde a aussi changé parce qu'on demande de plus en plus aux gens d'être engagés, d'être disponibles et d'être investis. Donc, il faut accepter de prendre les gens aussi dans leur globalité. Et leur globalité, c'est ce qui va bien. Puis leur globalité, c'est aussi ce qui va parfois moins bien. Et je pense que l'entreprise aujourd'hui doit prendre en charge ces problématiques-là si elle veut vraiment avoir des gens engagés, disponibles. Dans le sens où voilà, quand on embauche quelqu'un, on prend globalement, on prend pas 50% de la personnalité, on prend 100% de sa personnalité, avec ce qui va bien, ce qui va moins bien. Et bien, on doit traiter aussi ce genre de choses-là. Et en plus, je pense véritablement, c'est pour ça que c'est ça aussi sur lequel je voulais travailler tout à l'heure, c'est peut-être que demain, on arrivera à inventer des congés, des formes d'absence, des formes de non-présence plutôt que des formes d'absence d'ailleurs, qui permettent de pas stigmatiser. C'est-à-dire qu'en gros, qu'on soit par défaut, quand on n'est pas dans l'entreprise, c'est pas forcément qu'on est malade ou qu'on n'est pas bien, etc. C'est juste qu'on n'est pas là. Et de bien séparer cette notion de présence-absence qui est importante, puisque on peut avoir aussi des gens présents dans l'entreprise qui mentalement sont pas là, et ceux-là on va pas leur chercher des noises. Donc essayons d'ouvrir au maximum voilà, les possibilités pour tout le monde, et je pense qu'en plus que ce qu'on arrive à faire pour les femmes, ce qu'on arrive à faire pour les hommes, ça profitera aussi. On parle beaucoup de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je pense que ça aidera aussi à progresser là-dessus. Pas toujours faire des mesures spécifiques, mais aussi faire des mesures pour tous, qui permettront l'inclusion de tous. Merci Jérôme. Le mot du juriste. 10 secondes. Je pense que ça rejoint effectivement ce que je disais sur l'exigence un peu d'individualisation des parcours et des prises en compte, notamment au niveau suivi, management, etc. Et je reviens effectivement sur la question de l'écoute, juste un petit focus sur le fait qu'il est proposé de mettre notamment le principe d'écoute des salariés dans les nouveaux principes, dans la liste des principes généraux de prévention. Je trouve ça assez intéressant parce que ça rejoint, ça viendrait donner du corps aussi et une impulsion peut-être supplémentaire à la démarche, mais voilà, ça fait partie des choses qui sont dans les tuyaux pour de futures réformes. Merci Sébastien, c'est effectivement une belle synthèse, c'est que c'est cette fameuse proposition dans l'ANI, alors pour l'instant qui n'est qu'un ANI, c'est-à-dire que quand est-ce qu'il aura force de loi ou d'application, on ne sait pas, mais effectivement c'est ce 10e principe qu'on est tous en train d'actualiser, de concrétiser là maintenant, et qui est l'écoute et la prise en compte de la base. Alors on va vous applaudir moultement, et puis on va, pour tous ceux qui sont en bout de ligne, vous appeler, j'allais dire, pour éclairage, apport et retour d'expérience donc à venir pour construire à la fois les prochaines étapes de Préventica, celle tout de suite à Toulouse en septembre, mais aussi d'autres choses qu'on va monter entre nous. Et puis concrètement, donc le replay et des documents, alors pour vous dire les choses, je l'ai envoyé à certains d'entre vous, j'avais à peu près une centaine de pages, dont 150 ou je ne sais plus combien, sur toutes ces trucs-là. Et donc à venir, les choses bougent, et si je peux me mettre, il y a un autre signe que les choses bougent de façon importante aussi, c'est que et l'Assemblée nationale avec une proposition de loi générale, celle que vous connaissez sur le congé menstruel, mais je dirais qu'il y a un autre rapport qu'on va attendre et qui va sortir dans une dizaine de jours, et qui est un rapport d'une commission sénatoriale qui s'est mise en place en fait depuis le début de l'année, qui a fait un travail absolument remarquable sur la santé au travail des femmes spécifiquement, et notamment dans toutes les dimensions, j'allais dire, d'intimité, de questions d'infertilité, de suivi des grossesses et autres. Et donc tout ça, voilà, on pourra vous donner les éléments sur tout ça, et pour nous ça fait, je dirais que prochaine étape, on aura ce rapport. Il y a un projet de loi aussi, alors il y a peu de chances d'aboutir, je dirais, puisqu'il a été déposé au Sénat, mais au moins ça fait au moins avancer la réflexion sur tout ça, et voilà. Et donc on vous remercie, donc rendez-vous en septembre de ce côté-là, mais avant on ne va pas chômer, parce qu'on voudrait monter des choses avec vous sur ces différentes questions, et je vous remercie à tous moultement d'avoir été là, donc c'était vraiment sympa là. Alors il est 19h09, j'ai un tout petit peu dérapé, je vous prie de bien vouloir m'excuser, et je vous dis à tous à très bientôt, un bon été si on n'a pas l'occasion de se revoir, mais je crois que si, en tout cas au moins
pour nous tous qui sommes là. Merci à vous et merci à vous tous.